Merci de votre fidélité, vous êtes au bon endroit, c'est International, TV5 Monde, RFI, émission réalisée avec le quotidien Le Monde. Faut-il parler d'un retour à la guerre froide? Jamais peut-être depuis la fin de l'Union soviétique, cette expression n'avait été autant utilisée dans les journaux, dans les magazines pour définir donc les tensions entre le monde occidental et la Russie. Les rencontres diplomatiques dites de la dernière chance se poursuivent pour tenter de mettre un terme aux bombardements actuels sur Alep, en Syrie, des réunions qui ne donnent rien, qui toutes vont à l'échec. Alors faut-il avoir peur de Vladimir Poutine? C'est aussi la question que nous allons nous poser. Notre invité aujourd'hui, politologue, diplomate, écrivain, Andriy Grachev, merci d'être sur ce plateau. Voici un quart de siècle, vous étiez le conseiller diplomatique et le porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev, le dernier numéro 1 soviétique. Nous allons voir tous les aspects de cette crise avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du quotidien Le Monde. Mais je voudrais tout d'abord vous demander si vous prenez au sérieux cette expression de montée des périls et de guerre froide avec tous les risques d'accidents qui peuvent se produire. Écoutez, c'est oui et non, parce que déjà prenons la mesure des choses. Et, évidemment, n'oublions pas que la guerre froide, c'était la confrontation de deux blocs militaires, de deux systèmes. On vivait dans le danger d'un conflit nucléaire. On est heureusement loin de cela. Ceci étant, d'une autre façon, il y a quelques aspects qui, en quelque sorte, sont plus préoccupants, puisque sur le plan politique, mais peut-être psychologique, déjà on assiste à une nouvelle génération des politiques. Les politiques qui n'ont pas connu la guerre, et donc qui n'ont pas dans leur psyche, dans leur mentalité, dans leurs os, en quelque sorte, ce souvenir de la guerre et cette peur de la guerre qu'avaient les politiques d'il y a 30 ans. Et d'autre part, nous sommes dans un monde dans lequel il y a beaucoup plus des facteurs d'incertitude. Alors que le monde d'il y a 30 ans, bon, il était noir et blanc. Lisible, manichéen. Alors, ce que je vous propose de voir, c'est un autre aspect de cette crise qui se déroule actuellement avec la France, puisque Vladimir Poutine devait venir inaugurer un centre culturel. Dans la mesure où François Hollande ne voulait parler que de la situation en Syrie, ce voyage a été différé. Retour sur cette crise. C'est un niet qui en dit long. Vladimir Poutine annule finalement sa visite privée à Paris prévue le 19 octobre. Dernière illustration du malaise diplomatique franco-russe dont le point d'orgue s'est joué au Conseil de sécurité de l'ONU. La France ne digère pas le veto russe contre sa résolution visant à mettre immédiatement fin au bombardement sur Alep en Syrie. Désormais, le président François Hollande pose une condition au dialogue avec le chef du Kremlin. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Mais si nous avons la possibilité de faire avancer la cause de la paix, de faire cesser les bombardements et de proclamer la trêve. Après l'échec de l'accord de cessez-le-feu en Syrie, parrainé par la Russie et les États-Unis, la France hausse le ton. Elle accuse le régime syrien de Bachar el-Assad et son allié russe de crimes de guerre, menaçant même de saisir la Cour pénale internationale. Mais sa tentative d'arracher un nouvel accord à Moscou a fait long feu. Dès lors, Paris voit d'un mauvais œil l'inauguration par le président Poutine d'un grand centre orthodoxe russe dans la capitale française. Hollande exclut de participer à cet événement. Le président Poutine ne va jamais à des mondanités. Il n'a pas de temps, il a d'autres choses à faire. Sans doute froissé par l'attitude de son homologue français, Vladimir Poutine reporte sa visite. La cathédrale orthodoxe attendra. Paris vaut bien une messe. Voilà, sur ce coup de froid entre Moscou et Paris. Première question à propos de ce sujet, Sophie Malibaud. Andriy Grachev, je voudrais savoir comment vous avez vécu ces derniers jours et la façon dont cette brouille s'est faite et aussi la façon dont les hésitations françaises ont filtré avant que ce soit Vladimir Poutine qui annule, qui reporte sa visite sine die. Est-ce que c'était habile pour laisser une porte ouverte au dialogue à un moment ou un autre, ou est-ce qu'il aurait fallu que ça se passe autrement ? Franchement, j'étais un peu embarrassé par la démarche française, parce que, bon, au lieu de choisir entre deux positions, soit recevoir, soit refuser, la France a souhaité à ce que c'est Poutine qui prend la décision, qui prenne la décision.
Bon, en même temps, je crois que finalement, le fait que cette visite a été reportée est une chose plutôt positive, puisque vaut mieux avoir une visite reportée pour les meilleures conditions, quand il ferait mieux, qu'avoir une visite ratée. Alors que dans les circonstances actuelles, bien sûr, il aurait tout à fait les chances d'être une occasion manquée. Est-ce que justement vous parlez des circonstances actuelles, on peut parler des bombardements sur Alep, est-ce que c'était imaginable d'avoir des chefs d'État devant le centre culturel et spirituel orthodoxe russe à Paris et sans parler de la Syrie ? Oui, si, mais les discussions sur la Syrie étaient prévues. Sauf qu'on ne convoque pas un président d'un pays comme la Russie pour une sorte d'interrogatoire sur un sujet, en évitant tout autre et en annulant pratiquement l'agenda qui était prévu. Mais André Gachet, c'est bien ça le sujet fort du moment. La ville martyre d'Alep bombardée, de quoi parler d'autre ? Écoutez, soyons sérieux. Si Poutine était venu il y a un mois, il aurait été accueilli en tant que faiseur de paix, puisqu'il serait venu au lendemain d'une trêve conclue ou signée, élaborée entre Lavrov et Kerry au bout de 15 ans de négociations très difficiles. Et donc, je ne vois pas de logique ou d'intérêt pour Poutine au lendemain de cet accord, qui lui accordait d'ailleurs l'essentiel de ce que souhaitait la Russie. L'égalité de sa stature avec les États-Unis, le maintien de Bachar al-Assad en tant qu'élément de la prochaine solution. Et donc, mais curieusement, au bout de quelques jours, la première bavure qui vient de la frappe de l'aviation américaine, ensuite une situation assez ambiguë, non élucidée de toute façon avec le convoi humanitaire, et l'accord vole à l'éclat. Andrei Gratchov, comment vous expliquez justement l'échec de l'accord de cessez-le-feu de Genève? Qui en est responsable pour vous? Les Américains avec cette bavure ou la Russie et Bachar el-Assad qui n'en voulaient pas visiblement? La Russie, je ne crois pas qu'il n'en voulait pas. Sinon, je ne verrais pas Lavrov passer des jours et des nuits durant avec Kerry pour y arriver. D'ailleurs, avec la reprise de ces négociations, il y a 2 jours, mais il y a un jour, rien. Blocage des résolutions à l'ONU. Attends, pratiquement, on revient au point de départ. Sauf que, à mon avis, il ne faut pas négliger un autre aspect de la situation. J'ai l'impression que, avec une situation particulière à la Maison-Blanche, on a le sentiment qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. Par exemple, les dirigeants de Pentagone ont ouvertement déclaré leur désaccord avec l'accord Kerry-Lavrov parce que cet accord envisageait l'installation de centres communs de coordination de travail entre les militaires russes et les Américains. Et voilà, et j'ai l'impression que peut-être c'est pas que d'un côté, mais de toute façon, dans les 2 camps, il y a des adversaires de l'accord. Qui Poutine soutient-il exactement? Le président Bachar lui-même ou avant tout la Syrie? Pour moi, revenons un peu dans le temps. La Russie est en Syrie militairement il n'y a qu'1 an. Jusque-là, la Russie est restée dans une situation de l'observateur sceptique, parfois critique, mais de la stratégie occidentale en direction de ce pays. Et donc, ce n'était qu'au moment où, pratiquement, la chute de Bachar était programmée, mais avec une perspective évidente, presque pour tout le monde, de ce que Assad, à Damas, sera remplacé par Daesh. Et donc, si c'était passé, la capitale de Daesh, actuellement, serait pas Raqqa, mais Damas. Et donc, c'était en ce moment que la Russie a cru important d'intervenir, puisque un État islamique en Syrie... En bombardant des hôpitaux à Alep. Un État islamique en Syrie, du point de vue de la Russie, stratégiquement et même géographiquement, est quelque chose de beaucoup plus préoccupant que pour la France, par exemple, pour l'Europe et pour les États-Unis. Mais Andrei Gratchov, vous dites que si Poutine n'était pas intervenu, si la Russie n'était pas intervenue en Syrie, aujourd'hui, l'État islamique serait à Damas. Il se trouve que depuis 1 an, 90% des frappes russes ne visent pas Daesh.
Comment vous expliquez ce paradoxe? Mais vise des hôpitaux civils. Oui, Il ne vise pas Raqqa, il ne vise pas les places fortes de Daesh. La Russie n'a quasiment pas frappé Raqqa. Pourquoi? Mesurons le langage. Il ne faut pas présenter l'aviation russe comme étant allée en Syrie spécialement pour bombarder les hôpitaux. Il est allé là-bas, et ça, à mon avis, les Russes ne le cachent pas, pour maintenir Bachar al-Assad comme un élément nécessaire, de leur point de vue, de la prochaine structure d'une Syrie unie, laïque, pays intégral et pas coupé en des différentes régions ou des principautés qui seraient en guerre civile permanente entre eux. Donc, c'est pas la tête de Bachar, à mon avis, qui intéresse Poutine, c'est le maintien d'une structure d'État en Syrie. Parce que si c'était le scénario libyen qui serait réalisé en Syrie, puisqu'après tout, il faut comparer, on a des raisons de comparer Alep à Benghazi. Donc, à peu près, la situation en Syrie pourrait être comparable à celle que connaît actuellement la Libye, mais 10 fois plus grave, avec toutes les complexités de la situation syrienne. Avant que l'organisation de l'État islamique ne prenne le dessus en Syrie, il y avait une opposition pendant un certain temps, il y a eu un laps de temps, il y avait une ligne rouge qui a été franchie, qui était l'emploi des gaz chimiques par le gouvernement de Bachar al-Assad. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que les États-Unis ne sont pas intervenus. Est-ce que c'est à ce moment-là que les Russes ont senti que la voie était libre pour y aller? Bon, prenons les choses une par une. Au moment du déclenchement de la guerre civile, appelons le Shah, en Syrie, ce qui s'est passé d'ailleurs pratiquement en même temps que l'opération de l'OTAN en Libye, enfin à quelques semaines près, la Russie n'est pas présente en Syrie militairement. C'est vrai qu'il y a eu cet accident dramatique, tragique, avec l'emploi des armes chimiques, enfin le cas qui n'est pas élucidé jusqu'à maintenant, sauf qu'en ce moment, la Russie intervient, d'ailleurs saluée par un bon nombre des capitales, y compris occidentales, pour trouver une parade, une sortie politique, en arrachant à Assad d'ailleurs la liquidation de son potentiel des armes chimiques. Imaginez s'il était resté entre les mains d'Assad actuellement. Et donc, en ce moment, d'ailleurs, la Russie a, en quelque sorte, offert une porte de sortie honorable, à la fois pour Obama, qui était programmé de ne pas obtenir le soutien du Congrès pour l'intervention militaire de l'administration en Syrie, à Cameron, puisqu'il a été désavoué par son Parlement. Et donc, curieusement, la France reproche actuellement à Poutine ce qu'elle aurait souhaité à ce qu'elle-même, avec les Américains, devrait faire en intervenant à l'intérieur de la guerre civile en Syrie. Andrei Gratchev, les cibles n'étaient pas exactement les mêmes quand même. Mais quel est le... Alors vous disiez le but de Vladimir Poutine, c'est de maintenir une Syrie laïque, Bachar el-Assad n'est qu'un symbole, etc. Est-ce que... qui a le dessus? On a l'impression parfois que c'est Bachar el-Assad qui tient Vladimir Poutine plutôt que le contraire et qui s'en sert pour ses objectifs personnels. Là, je serais d'accord, puisqu'à mon avis, en présentant toute la complexité de cette situation, mais j'espère bien qu'à Moscou, on est conscient, pas d'un seul, mais de plusieurs dangers que présente la dégradation, l'engrenage dramatique de cette crise. Est-ce qu'il y a un risque d'enlisement ? Le premier danger, effectivement, c'est que, à force de vouloir maintenir à tout prix Bachar al-Assad, c'est la Russie, en quelque sorte, qui devient son otage, puisqu'il est obligé de le suivre. Et on a pu voir les signes de cela à travers cette année d'implication de la Russie en Syrie. Deuxième danger, qui est encore plus grave du point de vue d'un Russe, c'est la répétition du scénario d'Afghanistan, c'est-à-dire l'enlisement, puisque force
eh bien, d'être allé avec des experts, avec une petite base, ensuite, voilà, le scénario Afghanistan ou vietnamien. On en est à 5000 hommes, c'est ça? Pour les Américains. Et troisième danger, qui cette fois est commun pour nous tous, c'est l'engrenage. C'est l'engrenage dans la confrontation entre la Russie et l'Occident, avec une situation qui sera chauffée au rouge et avec la concentration sur un mouchoir de territoire syrien, des avions russes, américains, peut-être turcs, avec le fait de ce que sur ce territoire, on est face non seulement à une guerre civile, mais à plusieurs, avec les implications des sunnites, des chiites, des turcs, des saoudiens. Et donc là, n'importe quelle étincelle peut déclencher une crise très grave. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un accident entre appareils américains et russes? Je ne veux pas y penser. Il y a eu un accident il y a un an, Andriy Gratchov, entre la Turquie et la Syrie. Il semble aujourd'hui que les présidents Erdogan et Poutine soient les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un changement radical d'alliance. La Turquie devient un allié de la Russie et non plus de l'OTAN ou de l'Occident? Bon, la moitié de votre question doit être adressée à Erdogan. Par contre, pour ce qui concerne la Russie, je crois que, en effet, il y a eu une sorte de l'accrochage des intérêts entre des pays qui, chacun, soutenait ses, on peut dire, clients. Puisque, en plus de la guerre civile, il y a des guerres de procuration sur ce territoire. Et donc, avec Poutine qui soutient le régime en place à Damas, d'ailleurs un régime, le seul qui est légitime, au point de vue du droit international. C'est pas le plus moral non plus. Avec Erdogan, qui évidemment a ses propres soucis et ses clients, et à sa guerre avec les Kurdes, eh bien, ça montre tout simplement que les deux sont des meilleurs exemples des réels politiciens. Mais vous pensez que c'est une amitié durable, que c'est un axe qui se crée? Dans ce monde politique, il n'y a pas d'amitié, et encore moins durable. Donc, tant que les intérêts des deux se reprochent, et de ce point de vue, la dérive autoritaire d'Erdogan suite à son coup d'État manqué, avec le refroidissement de ses relations avec les Américains, avec, paraît-il, les soupçons de ce que les Américains soutiennent les Kurdes, qui pour Erdogan sont un péril encore plus grave qu'Assad. Donc, il était tout à fait logique de voir ce rapprochement. Il y a une expression qui est utilisée aujourd'hui comme une menace qui vise directement Bachar et les Russes, c'est la notion de crime de guerre, qui serait commis notamment, je reviens à cette question, par le bombardement d'objectifs civils et d'hôpitaux. Il faudra que Poutine gère cette accusation devant l'histoire? Il ne faut pas se servir des expressions lourdes à la légère. Les crimes de guerre... Oui. Bon, déjà, il faudrait prouver à ce qu'il s'agissait des bombardements intentionnés. Je ne crois pas. Des bombardements des hôpitaux, des convois, des civils tués par hasard par des drones qui sont téléguidés depuis des milliers de kilomètres. On a connu partout. On est en guerre. On est en plusieurs guerres qu'on a connues. Pour les crimes de guerre, Tony Blair a été accusé d'être un criminel de guerre évidemment, par la presse britannique, par une opposition, mais de toute façon, de ce point de vue, il faut quand même faire un choix. Soit on considère Poutine comme un partenaire dans la recherche de la solution politique, soit on le traite de criminel de guerre, alors non seulement on reporte, mais on annule la visite. Andriy Gratchev, je vous propose de faire un point d'actualité sur les antennes de TV5 Monde et sur celle de RFI, et on se retrouve après dans International.
Vous êtes bien sur International, RFI, TV5 Monde, émission réalisée avec le quotidien Le Monde et notre invité aujourd'hui, Andrei Grachev, qui fut le dernier porte-parole et conseiller diplomatique de Mikhaïl Gorbatchev, voici un peu plus de 25 ans. On parlait de la Syrie à l'instant. J'ai envie de vous demander, donc vous avez été directement dans la coulisse, aux côtés de Mikhaïl Gorbatchev, voici un peu plus d'un quart de siècle, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Lorsque vous voyez la Russie, aujourd'hui, est-ce que vous espériez un système politique plus ouvert, plus démocratique, ou est-ce qu'au fond vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe aujourd'hui? Écoutez, à l'époque, d'ailleurs ce sera bientôt précisément 25 ans, Ah oui. Décembre 91, l'éclatement de l'Union soviétique. Certainement, je crois, pas seulement moi, mais avant tout Gorbatchev et son équipe, et pas mal de gens derrière lui, espéraient autre chose, à une autre société, à un autre État. À l'époque, ça s'appelait l'Union soviétique. Un système démocratique occidental. Mais aussi à un autre monde, dont cette Russie démocratisée, libérée d'un système et d'un régime totalitaire, ferait partie. Et donc, sur les deux plans, on peut dire qu'on est déçu. À mon avis, c'est à la fois les Russes que les Occidentaux, puisque, à mon avis, ils espéraient aussi de voir une Russie à la sortie du communisme, un pays démocratique, un presque européen, eurasienne. La maison commune, on se souvient. Voilà. Andrei Grachev, est-ce que ça ne tient pas aussi à la personnalité de Vladimir Poutine? Parce que la reprise de la Crimée, par exemple, on ne peut pas dire qu'il soit... qu'il se prive de... Quand même, restons un peu à l'étape d'il y a 30 ans, puisque Poutine est autant, évidemment, le leader d'un régime dur, autoritaire, peu démocratique, mais en même temps, il est autant l'expression de la société, avec ses frustrations, avec sa double déception, et cette double déception, à mon avis, il est important de la qualifier. C'est déjà la déception suite à l'effondrement d'un système, certes rejeté à l'époque par la grande majorité de la population, mais à la place n'est pas venu le paradis à laquelle aspirait une bonne partie de la population. Et deuxième déception, c'est évidemment le fait que la Russie non seulement n'a été accueillie à bras ouverts par la communauté internationale, par l'Europe, elle n'a pas été admise dans la maison commune européenne qui s'est construite sans elle. Elle a été repoussée en quelque sorte en dehors. Andrei Grachev, elle n'a pas fait non plus de demande d'adhésion à l'Union européenne. Non, c'est pas l'adhésion formelle dans l'Union européenne. Mais il faut dire que depuis, la Russie a été traitée dans ses relations avec l'Occident, au sens plus général, je dirais comme un pays vaincu dans la guerre froide. Est-ce que vous pouvez justement rentrer un tout petit peu plus dans le détail? Quelles promesses les Occidentaux n'ont pas tenues? Vous pensez aux questions d'élargissement de l'OTAN jusqu'aux frontières du pays? Oui, bien sûr. Il y a eu des promesses formelles, pas écrites, c'est vrai. Auxquelles vous avez assisté? Oui, et ils sont formels. Ils ont été donnés par le secrétaire d'État américain qui parlait à Gorbatchev de la part de George Bush. D'ailleurs, ce même Baker, maintenant, il remarque que si nous étions restés au pouvoir, nous, lui et le président, l'OTAN ne serait pas allée jusqu'à la frontière de la Russie, puisqu'il le considère comme une erreur politique. C'est dommage que, c'est une sorte d'aveu qui est fait 25 ans plus tard. Autre aspect, à mon avis, de ratage de cette sortie commune de l'Est comme de l'Ouest de la guerre froide, de ce que l'Occident a cru qu'avec la disparition de l'Union soviétique, c'est la Russie. L'ensemble d'un pays, avec son histoire, avec sa réalité, avec ses intérêts, allait disparaître de la scène internationale. D'où une grande surprise des Occidentaux à découvrir cette Russie qui, à la sortie de sa crise de la transition, avec une certaine consolidation économique, mais surtout au moment où il voit que sans la justification de la guerre froide, donc sans la menace nucléaire de l'Union soviétique,
sans l'idéologie communiste qui représentait après tout une sorte de défi à la civilisation occidentale, la Russie est traitée comme un adversaire, comme un pays qui doit être poussé plutôt vers l'Asie, ce qui est le cas, avec des alliances avec la Chine. C'est comme ça que vous expliquez l'intervention dans l'est de l'Ukraine et l'annexion de la Crimée. C'est en partie ça, parce que... C'était un plan de longue date ou c'était une opportunité que Poutine a saisie? Non, il n'y a pas eu de plan de longue date, puisqu'on peut trouver pas mal des expressions, des déclarations formelles qui n'envisageaient du tout, évidemment, cette éventualité. C'est plutôt ce qui a basculé, ce qui a cassé la logique des relations entre la Russie et l'Occident, et surtout entre la Russie et l'Europe, c'était le fait que, à mon avis, le dossier ukrainien a été très mal traité d'une façon, je dirais, à l'amateur. Parce que l'Ukraine a été... Par qui il traite en amateur? Commençons par la Commission de Bruxelles, qui a mis le projet de l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine, en sorte d'ultimatum devant l'Ukraine, qui devait choisir entre l'Europe et la Russie. Alors que, dans le cas de l'Ukraine, nous sommes face à une société composite dont une partie est russophone, russe, dans le cas de la Crimée, d'autre part, certainement orientée par sa tradition, par son histoire, même par sa religion, plutôt vers l'Occident. Donc, Ukraine représentait, par sa nature, une sorte de Tchernobyl potentiel qui s'est éclaté au moment où cette société devait être mise devant ce choix impossible, pratiquement, pour cette société. Et n'oublions pas que le premier signe d'avertissement de l'éventuelle, de la possible, probable réaction de la Russie a été envoyé à l'époque de la guerre russo-géorgienne, puisque les annonces faites à l'époque par l'administration américaine et le gouvernement géorgien de la perspective d'entrée de la Géorgie et de l'Ukraine à l'époque dans l'OTAN, évidemment, ont été considérées comme une sorte de casus belli. On vous entend commenter la situation de la Russie, la situation internationale. Il y a peut-être une chose qui ne change pas, j'allais dire, dans votre disque dur. C'est que toutes les critiques qui sont formulées envers Poutine, envers la Russie, c'est toujours un peu la faute de l'Occident et des Américains. Non, pas du tout, parce que, si vous voulez, m'adressant au public occidental, évidemment, vous êtes sur 2 antennes mondiales. Je peux être plus, en quelque sorte, plus dur, parce que ce que je cherche surtout, c'est d'éviter des simplifications. Par contre, je crois que l'évolution actuelle de la situation en Russie, qui est en partie le résultat de cette brouille avec l'Occident, pousse la Russie, comme je disais tout à l'heure, stratégiquement et économiquement, peut-être en direction de la Chine, mais politiquement en direction de la Corée du Nord. Et donc, de ce point de vue, le régime de Poutine, qui se protège, se barricade en quelque sorte derrière une montée d'un nationalisme anti-occidental largement, c'est aussi une logique assez banale d'ailleurs pour ce type de régime. Est-ce qu'il vous semble que Vladimir Poutine a une vision stratégique de la place de la Russie et de ses rapports avec l'Europe, ou est-ce qu'il réagit uniquement, c'est un tacticien qui est tout le temps dans la réaction, et puisque c'est la façon dont vous dépeignez finalement la prise de la Crimée? Écoutez, je dirais qu'après tout, un tango ne se danse qu'à 2. Donc Poutine peut bien avoir une stratégie de relations avec l'Europe et l'Occident, mais n'oublions pas que... Parce qu'il est perçu comme imprévisible par les Européens et les Occidentaux. Attendez, n'oublions pas que nous assistons maintenant, en 2016, nous sommes au bout de 15 ans, presque 16 ans de la présence de Poutine au pouvoir. Et je dirais que nous ne sommes pas face à un seul Poutine. C'est la succession de M. Poutine. Il y a eu un Poutine américain, parce que, d'ailleurs, rappelons-le, en 2001, Poutine est le premier à s'offrir en partenaire stratégique pour Bush à l'époque, au lendemain des 11 septembre. Ensuite, il y a eu le Poutine européenne qui a choisi une alliance avec la France et l'Allemagne à l'époque, pour s'opposer, exactement, pour s'opposer à l'aventure anglo-américaine en Irak. Et ensuite, on a découvert un Poutine eurasien,
un Poutine eurasien qui, après avoir constaté que la Russie ne fera pas une alliance, je dirais, stratégique avec l'Europe, puisque pas voulu là-bas, avec une Europe qui d'ailleurs, à mon avis, est devenue victime de ce que j'appellerais le néo-atlantisme, avec l'alliance entre les néocons aux États-Unis et la nouvelle Europe, oui, qui avait ses raisons de prendre des distances par rapport à la Russie. André Grachev, vous parlez des Américains. Clairement, Poutine vote Trump? À mon avis, Poutine doit être bien entraîné dans son passé pour rester pragmatique et réaliste. Et on l'accuse même d'interférer dans la campagne américaine. Il ne doit pas miser sur les causes perdues. À mon avis, n'importe quelle, je dirais, opération de cyberattaque attribuée à la Russie ne vont pas changer les résultats des élections américaines. Et André Grachev, on a l'impression que il y a un certain nombre de dirigeants, Trump notamment, enfin c'est pas encore un dirigeant, mais du moins de candidats, aux États-Unis, en Europe, qui prennent Poutine pour modèle. Je pense à différents partis populistes, Wilders, Marine Le Pen, et une partie de la droite française aussi, en Autriche également. Est-ce qu'il est devenu une sorte de référence d'un nationalisme un peu populiste? Et est-ce qu'il entretient ses réseaux, ou c'est juste une sorte de référence comme ça, un régime fort, homme fort, etc. Oui, je dirais qu'il y a une double réponse à votre question. D'une part, c'est, dans le cas de Poutine, un pragmatique, évidemment. À mon avis, il bricole la coalition de ses alliés parce qu'il se sent, en quelque sorte, assiégé ou peut-être sur la défensive. Et là, vous trouverez pas seulement les nationalistes, les eurosceptiques, l'extrême droite, mais parfois l'extrême gauche. Donc, de ce point de vue, Erdogan, bien sûr, mais dans l'Europe de l'Est, vous avez des cas comme en Hongrie, par exemple, de souverainistes qui défient le projet de l'Europe, dirais-je, qui néglige l'identité nationale et les souverainetés. Mais il y a un deuxième volet de la réponse, c'est que c'est le grand pari, à mon avis, qui consiste à répondre à la question de l'évolution de ce monde. Nous sommes dans un monde qui est globalisé, un monde où, pratiquement, sur la place publique, on est face à une situation où le modèle occidental est de plus en plus contesté et face à des régimes, à des civilisations dans lesquelles le modèle russe, le modèle poutinien, peut être considéré, bon, pas comme un exemple, mais de toute façon comme une référence. Mais alors, le modèle poutinien, Marie Maldras en parlait justement dans une interview au Monde. Elle dit c'est un pays essoufflé à la démographie déclinante, à l'économie terriblement faible et sans perspective de développement réel. Est-ce que tout ça est une façade, ou quel est l'état réel de l'économie russe aujourd'hui ? Bien sûr, c'est un pays puissant. Voilà. Bien sûr, la brouille avec l'Occident n'a pas aidé l'économie russe. Je dirais, à la première place, je mettrais bien sûr la chute des prix du pétrole, puisque là, l'économie de la Russie reste jusqu'à aujourd'hui trop dépendante de la vente du pétrole et du gaz. Donc, il y a les conséquences de la crise économique, il y a les sanctions, bien sûr, mais il y a un paradoxe de ce type de régime. Marie Maldras peut avoir sa vision de la situation, mais d'après ce que je sais de ses analyses, enfin, c'est pas qu'aujourd'hui qu'elle prédit la crise imminente ou peut-être la chute économique du système. Sauf que politiquement, c'est ce qui est curieux. Et je me demande pourquoi les analystes à l'Occident et même les politiques ne le voient pas, c'est que les sanctions, autant elles frappent l'économie de la Russie, autant il renforce Poutine politiquement, parce qu'il se réfugie dans l'image
d'un pays qui est un camp retranché, qui est une forteresse assiégée. Et je crois que c'était Churchill qui disait « La Russie n'est jamais aussi faible qu'elle apparaît, elle n'est jamais aussi forte qu'elle voudrait paraître. » C'est comme ça que vous expliquez la cote de popularité de Vladimir Poutine à l'intérieur. C'est parce qu'il se présente en victime, agressé par les Européens et autres, qu'il parvient à non, susciter... ça serait, à mon avis, trop simpliste, encore une fois, de le dire, parce que déjà, comme j'ai déjà peut-être mentionné, Poutine est l'expression de l'état de cette société qui se trouve jusqu'à maintenant dans le couloir de la transition après le système communiste. Encore au bout de 25 ans, elle est encore en transition. Ah oui, bien sûr, ça prend du temps. Et est-ce qu'il y a une nostalgie? Après tout, dans le communisme, elle a vécu 70 ans. C'est vrai. Vous nous avez dit comment ça se fait que l'opinion soit aussi à ce point-là derrière lui, si elle commence à être affectée par les sanctions économiques? Peut-être que ça pourrait s'effriter, ce soutien Vous voyez, c'est encore une fois, c'est une vision, à mon avis, trop, excusez-moi, occidentale de la situation. On continue de se demander, mais comment est-ce possible à ce que les sanctions n'amènent ce qui... peut-être et probablement était dans la tête de tous les auteurs de toutes les sanctions, mais au bout de 50 ans de sanctions contre Cuba, les Américains ont constaté que ça n'a pas amené la chute du régime Castro, peut-être le contraire. À la sortie des sanctions contre l'Iran, eh bien, on continue avec les nouvelles types de sanctions contre la Russie et on se demande pourquoi est-ce que politiquement ce régime en sort en quelque sorte solidifié. On ne sait pas pour combien de temps. Andrei Gratchev, justement, revenons à l'origine des sanctions. C'est la question de la Crimée et de l'Ukraine. Quelle sortie vous voyez? Est-ce que vous avez l'impression que les accords de Minsk et les négociations dans ce fameux format Normandie qui inclut la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie peuvent mener à quelque chose, ou alors on est complètement enlisé, Poutine attend parce que il sait que Hollande va partir et que Merkel a des élections et qu'il ne faut pas attendre plus, il faut pas espérer que quoi que ce soit bouge avant un an. Si vous voulez mon souhait, plus que ma prévision, puisqu'il faut être prudent avec les prévisions, mon souhait, ce serait à ce que la crise actuelle avec la Syrie n'entraîne avec elle le cas de l'Ukraine, puisque, après tout, l'Ukraine, c'est beaucoup plus important, plus grave, y compris pour des relations entre la Russie et l'Europe, qui reste, à mon avis, la priorité pour la politique et la diplomatie russe. Pour moi, la solution doit passer déjà par une politique, je dirais, progressive de refroidissement de la situation. L'idéal, de mon point de vue, serait de revenir au dernier moment où les Européens et les Russes et les Ukrainiens s'étaient trouvés ensemble. Et c'était le 21 février 2014, lorsque, en présence de 4 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, le représentant de la Russie, le pouvoir en place à l'époque, l'Ukraine et l'opposition, ont trouvé un accord sur un compromis politique qui envisageait les nouvelles élections, la fédéralisation de l'Ukraine, avec l'autonomie qui devait être accordée à certaines de ces régions. Et à mon avis, si en ce moment cet accord était respecté, Crimée serait restée ukrainienne. On n'est plus là, et à mon avis, les Européens ont bien fait de mettre la Crimée en parenthèse en parlant des accords de Minsk qui ne parlent plus de la Crimée. Par contre, avec le refroidissement, je dirais, de la chaleur actuelle dans le cas de l'Ukraine, à mon avis, on peut revenir à une situation, pour moi, idéale, à ce que l'Ukraine redevienne une sorte de joint venture, un projet commun de l'Europe et de la Russie, y compris du point de vue de redressement de la situation économique. Sauf que, n'oublions pas que du côté ukrainien, il y a ces faucons, il y a ces extrémistes, et il y a ceux qui regardent du côté de Washington pour attendre les résultats des élections. Et donc, tant que
ces élections n'aient pas lieu, à mon avis, il ne faut pas s'attendre à des percées sur ce plan. Est-ce qu'il est à craindre que les deux dossiers qui pour l'instant sont séparés, le dossier ukrainien, le dossier syrien, est-ce qu'on peut craindre que la paroi ne soit plus aussi étanche et que le différend sur la Syrie déteigne sur les discussions au sujet de l'Ukraine? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'espère que la Russie ne va pas entraîner l'Ukraine dans la crise et à ce que la Syrie, d'ailleurs, ne nous entraîne tous dans la catastrophe globale, parce que, revenons encore une fois à l'engrenage qui est bien possible tant que la crise syrienne n'est pas désamorcée. Christophe Ayad. Andrei Grachev, vous disiez la Russie est encore en transition après 70 ans de communisme. Après Poutine, vous voyez quoi comme pays? On a l'impression que tout ce qui représente une opposition libérale est parti en exil. Ou est mort, ou est... Ou a été mis sur la touche. Voilà. Oui, bon, vous m'obligez de me projeter au-delà de ma vie. Président à vie, Poutine. Voilà, vous le voyez. Mais je dirais qu'il faut quand même analyser la réalité de la situation et pas essayer de voir, je dirais, les situations souhaitées. Le fait que l'opposition pro-occidentale soit laminée par les dernières surtout années de la présence de Poutine au pouvoir, mais par la succession des crises dans les relations entre la Russie et l'Occident, doit en dire pas mal de l'état de cette société qui, en effet, vit dans une situation précaire, difficile, mais à mon avis, il n'y a pas d'autre moyen de retravailler cet état d'esprit de cette situation que de normaliser avant tout les relations de la Russie avec l'Europe. Donc vous dites c'est soit Poutine, soit pire, c'est-à-dire éventuellement des ultranationalistes ou des gens beaucoup moins pragmatiques. Écoutez, quand on aborde le sujet de la Russie, tout devient possible. Donc il y a toutes les portes qui peuvent être ouverte. Il n'est pas à exclure cette éventualité si, je disais tout à l'heure, il y a la perspective de ce que la Russie évolue, ou plutôt dégrade, dans le sens d'un régime nord-coréen. Par contre, à mon avis, ce qui différencie, par exemple, la Russie d'un pays comme la Turquie, ou peut-être des autres exemples que vous avez cités, comme Venezuela ou les autres, c'est qu'il s'agit quand même d'un pays à la culture, à la tradition, à l'aspiration européenne. Et donc, de ce point de vue, le projet gorbatchevien, c'est l'explication de pourquoi il a obtenu autant de soutien dans la société soviétique à l'époque, puisque le mur de Berlin, qui nous séparait à l'époque, était aussi le mur qui fermait l'ouverture pour la société soviétique de l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un espace pour une opposition qui ne soit pas qualifiée de forcément pro-occidentale, mais qui soit une opposition crédible et qui puisse faire l'alternance éventuellement? Il y a les médias qui restent en partie, bien sûr, sur un espace limité, mais de toute façon qui restent comme une des séquelles de la glasnost gorbatchevienne. Il y a les classes moyennes qui, d'ailleurs, sont devenues les premières victimes de la dégradation économique de la situation de la Russie. La chute du rouble, par exemple, a frappé avant tout les classes moyennes en Russie. Donc, de ce point de vue, il faut débloquer les situations psychologiques, politiques, médiatiques. Il faut lever le degré de la confrontation, puisque dans la confrontation, dans le climat de confrontation qu'on vit, c'est que les régimes, je dirais, de type actuel, qui prospèrent. Merci Andrei Grachev d'être venu sur le plateau d'International, TV5 Monde RFI, émission réalisée avec le quotidien Le Monde. Merci d'avoir porté ce regard sur la Russie alors que des négociations se poursuivent pour tenter d'amener une trêve en Syrie. Vous verrez ça dans les différents journaux dans Le Monde de demain. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre International.